On pense souvent que la mondialisation, c'est l'avion, c'est Internet, mais en réalité, son vrai moteur, il est liquide. Aujourd'hui, on plonge pour comprendre comment les mers et les océans sont devenus la mécanique invisible de notre monde. Des routes commerciales vitales jusqu'aux câbles qui tapissent les fonds marins. Alors voilà notre plan de navigation. On va commencer par un zoom sur un point de passage absolument crucial pour ensuite élargir la vue sur les grandes autoroutes de l'océan. On verra que ces mers sont un véritable trésor de richesse, mais aussi un nouveau terrain de jeu géopolitique, et ça nous amènera au défi immense de leur protection. Pour vraiment saisir l'importance des océans, il faut absolument se pencher sur un endroit bien précis, un des passages maritimes les plus stratégiques au monde, le détroit de Malacca. Alors pourquoi lui ? Eh bien parce que ce n'est pas juste un peu d'eau entre deux terres, c'est l'artère jugulaire du commerce mondial. Un passage obligé qui connecte l'Asie, l'usine du monde, à ses marchés en Europe et ailleurs. 1/3, c'est juste énorme. 1/3 de tout le commerce mondial qui s'engouffre ici. Pour se faire une idée, ça représente près de 90 000 navires par an. Des pétroliers géants, des porte-containers remplis à ras-bord de tout ce qu'on consomme au quotidien. Et là, il faut bien comprendre. Le pétrole qui alimente nos voitures, les composants de nos téléphones, les 2/3 de l'énergie qui transite par la mer passent par là. C'est pour ça qu'on parle de choke point, de goulot d'étranglement. Le moindre blocage ici, et c'est toute l'économie mondiale qui tousse. Bon, on a vu le détail, maintenant dézoomons. Le détroit de Malacca, ce n'est qu'un point sur une carte bien plus vaste. En réalité, les océans dans leur ensemble sont les véritables autoroutes de notre économie. 85%. Ce chiffre est fou. Ça veut dire que presque tout ce que l'on possède, ce que l'on achète, a, à un moment ou un autre, flotté sur un bateau. C'est un phénomène que les géographes appellent la maritimisation. Et la maritimisation, c'est exactement ça. C'est notre dépendance totale à la mer. Et son symbole, c'est l'immense porte-container, parfois long comme 4 terrains de foot, qui relie les usines d'Asie aux ports d'Europe et d'Amérique. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la surface. Le plus fascinant, c'est ce qui se passe sous les vagues. Plus de 90% de nos données Internet, nos mails, nos appels, nos transactions bancaires, tout ça transite par des câbles de fibre optique posés au fond des océans. C'est l'épine dorsale de notre monde numérique. Au-delà des simples routes, les océans sont aussi des gigantesques coffres-forts. Ils regorgent de ressources, ce qui, bien sûr, stimule la croissance, mais aussi une compétition de plus en plus féroce. Regardez un peu ce trésor. Les océans nourrissent plus d'1 milliard de personnes. Ils nous fournissent près d'1/3 du pétrole et du gaz. Et les fonds marins renferment des minéraux rares, essentiels pour nos technologies. Une richesse immense et forcément très convoitée. Et évidemment, qui dit trésor dit rivalité. Cet énorme potentiel a transformé les océans en de véritables terrains de jeu géopolitiques, où les nations se bousculent pour revendiquer, contrôler et sécuriser leur part du gâteau. Pour mettre un peu d'ordre, on a donc créé des règles du jeu. On a en quelque sorte tracé des frontières sur l'eau, ce qui permet aux États côtiers de revendiquer des territoires immenses et surtout les ressources qui vont avec. Et le résultat, le voici. Plus d'1/3 des océans du globe sont aujourd'hui sous contrôle national. Ce n'est plus un simple bien commun, c'est devenu un territoire. Et qui dit territoire dit frontière et donc forcément des conflits potentiels. On le voit très bien aujourd'hui en mer de Chine méridionale. Cette rivalité se cristallise aujourd'hui entre les États-Unis, la puissance maritime historique, et la Chine, qui, elle, cherche à sécuriser ses routes commerciales. C'est le fameux dilemme de Malacca pour Pékin. Sa dépendance à ce détroit, surveillée de près par d'autres, la rend vulnérable. D'où sa volonté de s'affirmer de plus en plus en mer. Tout ça nous amène au défi ultime. Avec autant d'enjeux économiques et géopolitiques, comment fait-on pour protéger les océans de nous-mêmes ? Parce que oui, la santé de nos océans est aujourd'hui gravement menacée. Pas seulement parce qu'on en retire, mais surtout parce qu'on y jette. Une des conséquences les plus directes se voit dans nos assiettes. La surpêche est devenue un problème critique. Plus d'1/3 des stocks de poissons sont exploités au-delà de leur capacité à se renouveler. C'est une menace directe pour la sécurité alimentaire de milliards de personnes. Face à cette urgence, les voix de la société civile et des ONG se font de plus en plus entendre. Elles appellent à une action massive et rapide pour éviter que les dommages ne deviennent irréversibles. On a des solutions, bien sûr. Les aires marines protégées, par exemple. Mais là, le décalage est flagrant. Alors que les scientifiques nous disent qu'il faudrait protéger 30% des océans, dans les faits, on en protège moins de 5%. L'ambition est là, mais l'action, elle, peine à suivre. Au final, la grande question est posée. Comment équilibrer notre dépendance économique profonde vis-à-vis des mers avec le besoin urgent de les préserver ? C'est sans doute l'un des plus grands défis de notre époque.